toujours en direct du Quorum à Montpellier pour Transformons la France à Montpellier et en ligne sur le site internet de la Tribune. Industrie culturelle et créative Montpellier, campus des métiers créatifs. J'ai à mes côtés pour en parler 4 invités. Donc à ma droite immédiatement Karim Kanissi. Vous êtes le fondateur et dirigeant de l'École supérieure des métiers artistiques, l'ESMA. Francis Ingrand. Bonjour, vous êtes le fondateur et dirigeant de Plugin Digital, donc éditeur et distributeur de jeux vidéo à Montpellier. Et ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir 2 étudiants de l'ESMA. Donc, Naïké Canon, vous êtes en 4e et dernière année de cursus animation 3D cinéma. C'est bien ça, merci pour l'invitation. Et Lucas Coulombelle, donc en 3e année, cursus jeux vidéo. C'est ça, merci, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord peut-être pour contextualiser quelques éléments qui disent la place de Montpellier sur l'échiquier des ICC. 120, dans la filière jeux vidéo, en Occitanie, 125 entreprises implantées, principalement autour de la métropole de Montpellier. Il y a encore pas longtemps, je crois qu'on était à peu près à plus de 1000 emplois. On connaît les studios comme le géant Ubisoft, mais on peut aussi parler de Dwarf Animation, Digixart, Plugin Digital, Fortiche Productions, etc. En 2022, dans le monde, le jeu vidéo était chiffré, le marché du jeu vidéo était chiffré à 200 milliards d'euros, 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'Hérault est aussi une terre de tournage, avec notamment l'installation de France TV Studio en 2018 à Vendargues. Parmi les séries quotidiennes à la télévision, Demain nous appartiennent et Ainsi grand soleil cartonne. Et enfin, au mois de mai dernier, une consécration pour la ville de Montpellier, l'appel à projet La Grande Fabrique de l'Image, qui a retenu 68 projets pour un investissement de 350 millions d'euros, vient donner donc un gros coup d'accélérateur à la filière française. C'est 68 lauréats, c'est 11 en Occitanie et 8 sur l'aire urbaine montpelliéraine. Alors l'atout majeur dans ce jeu pour la ville de Montpellier, c'est qu'elle est aussi le berceau de quelques écoles renommées, comme l'ESMA ou Artefix, toutes deux qui ont essaimé et qui ont créé des campus ailleurs. Alors Francis, je vais commencer par vous. Bonjour, oui. Vous travaillez donc dans le jeu vidéo depuis plus de 25 ans, je crois. Hein. Vous avez créé votre entreprise en 2012 à Paris. Oui. Vous êtes venu vous installer à Montpellier en 2016. On a beaucoup parlé de Plugin Digital sur ces 2 dernières années. Vous avez fait une levée de fonds de 70 millions d'euros il y a 2 ans. Et en mars cette année, vous avez racheté le studio Celsius Online. Tout à fait. Alors peut-être pouvez-nous préciser ce que c'est qu'aujourd'hui Plugin Digital, qui marche donc sur 2 pieds, hein, la distribution et l'édition de jeux vidéo? Donc aujourd'hui, Plugin Digital effectivement travaille sur 2 axes, distribution de jeux vidéo. On travaille pour beaucoup d'éditeurs ou développeurs de jeux indépendants, à peu près 400 dans le monde entier. Et on est aussi éditeur de jeux vidéo, mobile, PC et console, via nos 2 labels, PID Games et Dear Villagers. Aujourd'hui, c'est un groupe de à peu près 130-140 personnes, le siège étant à Montpellier, et donc Celsius, que nous avons racheté il y a 6 mois, a des bureaux à Paris et à Lille, et nous avons aussi un bureau à Shanghai en Chine pour gérer la partie Asie qui est assez spécifique dans le jeu vidéo. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, c'est ça? Un petit peu moins de 30 millions cette année, oui. Et 80% à l'export? Oui, environ 80% à l'international, tout à fait. Alors, 130-140 salariés, aujourd'hui, quels sont vos besoins en termes de ressources humaines, de talents? Alors, ils sont variés, puisque effectivement, entre la distribution, l'édition et le développement, puisque Celsius est un studio de développement mobile, donc on a beaucoup de besoins. Alors c'est vrai qu'on prend pas mal de profils qui viennent d'écoles de jeux vidéo. Et on cherche aujourd'hui essentiellement soit des profils un peu plus commercial marketing, soit tout ce qui est lié à la production, donc notamment tout ce qui est producer. C'est vrai que c'est clé dans une production. On parle beaucoup aujourd'hui des développeurs, des artistes, des animateurs, etc. Mais aujourd'hui, une bonne équipe de production, c'est clé, surtout aujourd'hui dans un marché hyper concurrentiel avec une qualité de jeu attendue très élevée. Et c'est vrai que le producteur est vraiment le chef d'orchestre là-dedans. Et après, on peut citer effectivement, alors ça c'est pas propre aux jeux vidéo, tout ce qui est lié à la data.
Aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur la data et les profils liés à la data sont aussi de plus en plus rares. Et pour finir, on peut parler de l'animation 3D, parce qu'effectivement, là, on se tire un peu la bourre avec les studios d'animation, les studios de jeux vidéo. C'est un peu les mêmes profils. Et là, du coup, c'est vrai que c'est des postes qui sont parfois un peu difficiles à pourvoir, même si les écoles en forment beaucoup, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de besoins. Vous m'avez dit 10 à 15 personnes d'ici fin 2024, c'est ça à peu près ? Le plan de recrutement, c'est à peu près 10 à 15 personnes. Alors avec des besoins qui ne sont pas linéaires dans votre activité ? C'est un peu la spécificité de votre secteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un développement de jeux vidéo, c'est pas linéaire. Effectivement, en fonction de l'étape de production, on a besoin de certaines ressources qui vont et qui viennent. Donc, c'est vrai que sur l'activité d'édition et de distribution, c'est à peu près linéaire, puisqu'on édite 10 à 15 jeux par an. Donc, on a de quoi occuper tout le monde. Et sur la distribution, on distribue, on va dire, on sort 5 à 10 jeux par semaine. Donc, vous voyez, on est quand même sur un rythme important. Par contre, sur la production, effectivement, c'est plus variable. Ça dépend des commandes, ça dépend des besoins, et ça dépend de où est-ce que l'on en est dans la production du jeu en question. Comment est-ce que vous recrutez et en quoi l'écosystème montpelliérain est-il une force ? Et est-ce que notamment, est-ce que vous allez recruter à l'ESMA, par exemple ? Absolument. On a des gens qui sont passés par l'ESMA, très bien formés d'ailleurs, je dois dire. On a des gens de l'ESMA chez nous. Alors, on recrute beaucoup dans le jeu vidéo. On a un canal qui s'appelle FHJV, qui est un site internet très réputé qui permet de poster des annonces. Et puis après, naturellement, les gens qui sont sur le bassin de l'emploi vont postuler. On évite d'aller piquer les gens chez les petits copains, parce que voilà, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Et d'ailleurs, plus de la moitié des gens qu'on recrute viennent d'ailleurs en France et ne sont pas forcément ou viennent même de l'international, puisqu'on a une personne qui vient d'Inde, on a des gens un peu partout. Donc on évite quand même d'aller piquer les profils chez les petits copains. Par contre, parfois les gens ont envie de changer, c'est normal. Donc il peut arriver qu'on reçoive des gens d'autres studios ou d'autres activités. Karim Kenissi, donc l'ESMA aujourd'hui c'est Montpellier avec un campus flambant neuf, mais ça n'est pas que Montpellier. Oui, c'est pas que Montpellier, oui. On est implanté sur pas mal de villes. On est implanté sur Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lyon, et on prépare une ouverture sur Paris. Et Montréal ? On est aussi implanté à Montréal, même si c'est un peu loin, il fait froid, mais c'est vrai qu'on est implanté à Montréal. Et on a ouvert il y a quelques années un établissement, oui. Avec un projet peut-être aussi à Brie-sur-Marne, je crois. Oui, c'est ça, oui. Puisqu'en fait, vous parliez tout à l'heure de la fabrique de l'image. Oui. Et effectivement, Brie-sur-Marne a été un très très gros lauréat, puisque les studios historiques de Brie-sur-Marne vont doubler de surface, en fait. Ils ont investi 150 millions. Qui sont en train de faire, bien sûr. Et donc, on est partenaire de cette ville pour devenir un acteur important autour de Brie-sur-Marne. Oui. Vos étudiants se répartissent comment dans vos cursus de formation ? On a à peu près 5000 étudiants aujourd'hui sur le groupe, avec 3000, 3500 qui sont dans les filières animation, on va dire. Un peu moins de 600-700 dans le jeu vidéo et le reste dans le cinéma en prise de vue réelle, puisqu'il y a ça aussi chez nous. On couvre à peu près tous les secteurs des ICC liés à l'image, on va dire ça comme ça. L'ESMA bénéficie aujourd'hui d'une belle renommée, vous êtes un peu partout, on l'a dit. Comment est-ce qu'elle se situe dans cet écosystème de fabrique des talents des industries culturelles et créatives ? D'abord, on est la plus grosse école en France, donc ça c'est un élément important, puisque du coup on sort beaucoup d'étudiants. La filière animation, c'est 220-230 élèves diplômés par an, ce qui est beaucoup. Donc on sort malgré tout beaucoup de monde, même si c'est pas suffisant, et tu as raison de le souligner, il y a des besoins très importants. Oui, l'écosystème ne se suffit pas. Ça ne suffit pas, voilà. Donc, après, il y a des événements qui sont un petit peu plus conjoncturels. La crise qu'a traversé le cinéma aux États-Unis a un petit peu rabattu l'écart, puisque beaucoup de studios se sont retrouvés avec un report, j'allais dire, des productions. Et donc, on s'est retrouvé avec pas mal de personnes qui, effectivement, ont changé, se sont décidés à aller dans d'autres secteurs. Bon, voilà. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt, c'est que, tu l'as bien dit tout à l'heure, beaucoup de gens, même si vous n'allez pas piquer des gens ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire d'autres projets, d'expérimenter d'autres entreprises, d'être dans de nouvelles aventures.
Et ça, c'est aussi ce qui est lié à ce secteur d'activité composé de beaucoup de jeunes, de beaucoup de gens qui ont des envies, qui ont une énergie extraordinaire. On va en parler, c'est ça oui. qui est un peu extraordinaire aussi. Ça participe au succès de tous les studios, quels qu'ils soient, en France et ailleurs, bien sûr. L'ESMA à l'international, la filière est à Lyon, vous m'avez dit, c'est ça, aujourd'hui? Oui, on a une filière internationale qu'on a ouverte il y a 3-4 ans maintenant. Avec des étudiants donc, qui viennent de l'étranger? Qui viennent du monde entier, oui. On a 28 nationalités différentes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on est en train d'essayer de l'ouvrir à Montpellier. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir à terme une grosse partie de nos effectifs qui viennent de l'extérieur et qui viennent finalement créer des liens, tisser des liens, être formés, parce qu'effectivement, en France, d'une manière générale, l'enseignement, en tout cas vous parliez de classement tout à l'heure, il y a un gros classement qui s'appelle Animation Career Review, et dans les 10 premiers, il y a 3 écoles françaises. Dont l'ESMA. Oui, dont l'ESMA, sinon j'en aurais pas parlé. Donc il y a l'ESMA, il y a Rubica et il y a les Gobelins. Ouais. Voilà. Et c'est plutôt pas mal d'avoir finalement 3 sur 10 qui sont des écoles françaises. Preuve que notre, système d'éducation, il est plutôt valable, en tout cas plutôt pertinent dans ce secteur d'activité. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, on peut dire qu'il y a une sorte de guerre des talents, du coup, hein, vous l'avez évoqué à demi-mot tous les deux déjà. Francis, comment ça se traduit chez vous? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et sur quel métier en particulier y a-t-il des tensions? Alors, la difficulté qui est un peu nouvelle suite Covid, etc., c'est qu'avec l'essor du télétravail, aujourd'hui, on se retrouve à se faire piquer des talents par des boîtes étrangères qui vont être capables de proposer des salaires qui n'ont rien à voir avec les salaires français ou montpelliérains en proposant du full télétravail. Alors évidemment, le full télétravail n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, on peut même s'en lasser. Mais c'est vrai que ça, du coup, nous, notamment, je parlais des data tout à l'heure, on a perdu des talents sur la data parce que des boîtes américaines ou polonaises sont venues les chercher en proposant des salaires qui étaient sans commune mesure avec ce qui se fait en France. Donc là, on doit faire attention. Donc après, la recette, je ne sais pas s'il y en a une, mais je pense que voilà, la culture d'entreprise, le bien-être au travail, une certaine bienveillance. Quand les gens se sentent bien, il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a les projets, il y a l'ambiance, il y a tout ça. Donc je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on a la responsabilité de faire en sorte que les gens se sentent bien où ils sont pour essayer de les motiver et de les conserver autant que faire se peut. Karim, il y a aussi donc une guerre des talents dans les studios. Et vous allez nous raconter ensuite comment l'ESMA fait venir ces studios pour recruter. Il y a une guerre des talents, effectivement. J'ai entendu les besoins de producteurs. On est en train de préparer une formation dans ce secteur avec une école de management de Montpellier. Je ne donnerai pas le nom, mais justement pour aller dans ce secteur-là. C'est important parce que c'est vraiment... Il y a un vrai besoin. Un vrai sujet. Voilà. Et ça, on est en train d'apporter une réponse. Donc, en fait, on essaye d'être le plus proche possible de corriger des studios tir, pour pouvoir intégrer à la fois leurs demandes. Alors, cette demande, je l'avais déjà eue et je suis très content que tu l'exprimes parce que c'est un vrai secteur. Parce qu'en fait, la guerre des talents, elle est très importante pour avoir des personnes, bien sûr, pour travailler, mais pour également avoir des projets à porter. Un élément très important, c'est l'IP, en fait. C'est la propriété intellectuelle des projets. Ce que tu développes en développant des studios, c'est quelque chose qui se fait en France et qui devrait se faire de façon plus importante parce que quand vous regardez, je vais prendre Harry Potter, pour prendre quelque chose que tout le monde connaît, Harry Potter, c'est d'abord des droits sur une franchise d'un livre qui découle de films, qui découle de séries, de jeux vidéo, qui découle de merchandising, qui découle de plein de choses et qui est renouvelable et qui se renouvelle et qui est en réalité générateur de richesse. C'est cette propriété intellectuelle qui est génératrice de richesse. En France, si on ne fait pas comme ce que tu fais, et si tout le monde ne fait pas comme ce que tu fais, on deviendra juste des sous-traitants, en fait. C'est-à-dire qu'on sera des exécutants pour le compte de gens qui ont la propriété intellectuelle. Or, on se battra sur un secteur, alors je vais caricaturer, bien entendu, mais c'est un peu les t-shirts, en fait. C'est comme si on vendait des t-shirts, mais on sera toujours avec des gens qui les vendront moins cher que nous et qui finiront par, quelque part, prendre le marché. Donc, c'est vraiment en amont qu'il faut se battre, c'est-à-dire sur la propriété intellectuelle. Nous, on essaye de faire venir des studios et surtout d'être partenaire de ces studios le plus possible pour qu'à un moment donné, leurs besoins et l'accès à leurs problématiques, on puisse les intégrer dans le cadre de nos formations.
une petite anecdote en 20 secondes. L'ESMA a démarré grâce à Sony. Si je vous dis ça, vous dites Sony, les Américains. Mais oui, pendant des années, on était comme plein de copains et on faisait notre boulot, j'allais dire, en tout cas, on essayait de faire de notre mieux. Et puis un jour, Sony est arrivé, a dit, vous êtes sympathique, vous commencez à vouloir faire des choses sympas, on va vous faire grandir. Et on nous a donné accès à leur pipeline de production. Ils nous ont donné accès à plein de choses, que ce soit en termes de logiciels, de process, de formation, et ça nous a fait grandir. Gobelin, ce que les gens n'imaginent pas ou ne savent pas, c'est en grande partie grâce à Walt Disney. C'est Disney qui, en venant s'implanter à Montreuil il y a un paquet d'années maintenant, ils ont été obligés d'avoir des gens et de former des gens. Et ils ont travaillé avec la CCI, puisque les Gobelins appartiennent à la CCI. Et ils ont travaillé avec la CCI de Paris pour développer des formations et apporter... Donc le lien entre le monde de l'entreprise et les écoles, il est extrêmement important en fait. Il est même vital en réalité. Et donc, vous les recevez tous les mois de septembre, je crois, pour présenter les travaux de vos étudiants, des étudiants qui sortent de l'ESMA. Oui. Et ils en profitent, donc, ces studios, pour recruter des talents en direct. Oui. Alors, tout au long de l'année, on reçoit un certain nombre de studios qui sont un peu partenaires et qui viennent faire leur présentation et commencer un petit peu à discuter avec les talents pour pouvoir choisir, etc. C'est des choses qu'on a tendance à faire moins parce que beaucoup de studios avaient la mauvaise habitude de commencer à recruter avant les copains. Avant qu'ils sortent. Et ça, c'était quelque chose qui, pour nous posait un souci parce que quand vous avez un groupe d'étudiants qui travaillent sur un projet, si vous en avez un ou deux qui savent un an avant d'avoir fini, ils ont déjà un super contrat dans un gros studio, la motivation pour travailler avec le reste de l'équipe, elle peut-être être moindre. Et donc, pour éviter cette situation-là, on essaye d'éviter. Par contre, au mois de septembre, on a la présentation de nos projets de fin d'année en cinéma d'animation. De la même façon, en juin, c'est la même chose pour les sections de jeux vidéo, pour les sections de cinéma. Donc, ces gens-là sont invités, viennent voir les travaux de nos étudiants, viennent finalement nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, ça nous fait grandir, ça nous permet de corriger les choses qui ne vont pas assez ou qui ne sont pas assez poussées à leurs yeux. Et à l'arrivée, ça permet aussi le lendemain de faire des job fairs, donc des entretiens qui permettent aux étudiants de trouver du boulot assez rapidement en fait. Avec un taux d'insertion professionnelle de 93% l'an dernier, dans les 6 mois. l'an d'avant, je ne sais pas les chiffres de cette année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cinéma ayant été un peu décalé sur un certain nombre de choses, on a nous des remontées pour l'instant beaucoup de projets qui devaient démarrer en septembre, etc., sont un petit peu décalés. Donc on verra, mais à 6 mois, on a un taux de placement de nos étudiants à 93%. Dans les 2-3 mois qui suivent ces examens-là, 100% des étudiants ont trouvé un boulot, bien entendu. Pour la partie cinéma d'animation, je n'ai pas les chiffres pour la partie jeux vidéo, puisque la partie jeux vidéo est récemment rentrée au sein de l'ESMA. Ça fait 1 an, en fait, qu'on a récupéré ce département. Et je ne désespère pas qu'on atteindra les mêmes scores si ce n'est pas déjà le cas. Alors justement, je vais donner la parole aux étudiants qui sont avec nous. Je commence avec vous, Naïké, peut-être. Donc vous êtes, je rappelle, en 4e année du cursus d'animation 3D. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Peut-être 2 mots sur votre parcours et puis votre motivation pour ce secteur et pour le choix de l'ESMA. Eh bien, en vérité, j'ai toujours voulu faire du cinéma d'animation 3D, de par mon enfance bercée dans le film, le jeu vidéo, tout ça. À la sortie du bac, j'ai fait une licence à Nîmes pour me permettre de financer l'ESMA, car je savais qu'il allait y avoir des nouveaux locaux, que ça me permettrait d'arriver un peu au bon moment et d'avoir pris la maturité. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans maintenant. Donc voilà, j'ai passé mes 4 années à l'ESMA et je pense que j'en suis très fière car j'ai réussi à être sélectionnée pour l'un des 9 films de l'ESMA 2024. Et donc j'ai une équipe et j'en suis très contente parce que c'est une formation qui permet d'être généraliste, donc de vraiment passer du scénario jusqu'à toute la production d'un film et par conséquent se dire qu'on a le choix dans les métiers envisagés juste après, pourquoi pas même changer. Donc tout ça m'a confortée et les 4 années ont bien solidifié ça. Donc. Comment est-ce que vous percevez justement ce marché de l'emploi des industries culturelles et créatives et où est-ce que vous vous imaginez dans les prochaines années ? Justement, je ne suis pas inquiète dans le sens où j'ai l'impression d'avoir touché à énormément de choses dans le cinéma d'animation, que ce soit même de la prise de vue réelle ou carrément tout ce qui se passe en informatique. Du coup, je pense que j'attendrai de découvrir les studios par rapport aux présentations qui nous sont permises à l'ESMA, voir les opportunités
Et pourquoi pas même rester en France avec le nouveau pôle qui commence à devenir intéressant au niveau de Montpellier. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Que va-t-il arriver? Mais merci. Je vois ça positivement. Merci Lucas. Même question, votre parcours, vos motivations, votre choix de l'ESMA? Alors mon parcours, c'est qu'après mon bac, j'ai enchaîné par un BTS commercial. Donc j'ai vu qu'à la fin, ça ne me plaisait pas et que j'avais envie d'être heureux dans ma vie. Et vu que toute ma vie, j'ai joué aux jeux vidéo, je me suis dit, c'est ça quoi. Donc j'ai bossé pour économiser de l'argent et ensuite pouvoir me payer l'école. Et pourquoi l'ESMA? Donc en jeux vidéo, c'est une filière assez généraliste, on va voir un peu de tout. Et contrairement aux autres écoles, on produit énormément de jeux. Et c'est un gros avantage parce que c'est l'expérience qui fait que. Et ensuite, en termes d'emploi, on est dans un milieu assez compétitif. Ouais. Ça fait peur. Donc, il faut se démener et se servir de ce qu'on a appris en cours pour pouvoir être le meilleur et pouvoir trouver un emploi. Où est-ce que vous vous imaginez, vous? Vous avez déjà une idée ou... Oui. Ce qu'on aimerait, c'est qu'après qu'on ait chacun fait un petit bout de chemin, on se retrouve et qu'on monte un studio ensemble pour pouvoir être créatif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo va mal, dans le sens où la créativité se perd. Donc c'est ce qu'on essaye de renouveler et de se dire que le jeu vidéo, c'est pas que du jeu, que c'est autre chose, une nouvelle expérience, et c'est ce qu'on souhaite créer. Donc d'abord travailler dans un studio pour se faire un peu d'expérience, puis ensuite monter votre propre projet. Exactement. Francis, qu'est-ce que vous observez, vous, chez les jeunes générations qui arrivent chez vous? On voit en effet que beaucoup sont inspirés par ils ont beaucoup joué aux jeux vidéo et ils s'imaginent donc pouvoir en effet en faire un métier, ce qui est une réalité pour beaucoup. C'est une réalité pour beaucoup, et puis c'est vrai que la plupart sont des passionnés. Et effectivement, je pense que Lucas l'a bien dit, le jeu vidéo, il y a de la concurrence, c'est exigeant, donc je pense que si on n'est pas passionné, c'est vraiment compliqué de durer. Et puis c'est vrai que travailler dans quelque chose qu'on aime, c'est quand même c'est un super luxe. Donc c'est vrai que tous les gens qu'on voit, tous les studios qui nous pitchent des projets à longueur de journée, on les sent passionnés. Et moi je leur dis toujours, si vous n'êtes pas à 150%, vous ne pouvez pas demander à l'éditeur de l'être. Il faut qu'il nous transmette aussi cette énergie, cette envie, pour que nous, nos équipes, elles se dépassent et elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc oui, je pense que le maître mot, c'est passion et compétence, parce qu'effectivement, il faut le dire, en France, on a des super écoles, tu en as cité quelques-unes, il y en a quelques autres, et j'ai envie de dire, on a des écoles et des formations que le monde entier nous envie. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on se fait piquer que tous nos talents. C'est que vraiment, on a une filière d'excellence, et ça dure depuis 20 ans, hein, c'est pas nouveau. Donc ça, c'est quand même génial, parce qu'on voit beaucoup de studios ou des projets étudiants. Nous, on a édité certains projets qui étaient des projets étudiants qu'on a finalement emmenés auprès du grand public. Donc même des projets étudiants, pour certains, on voit qu'il y a des choses plutôt intéressantes. Une dernière question, Karim, pour vous peut-être. Donc on vient de le dire, beaucoup d'étudiants partent travailler dans des entreprises à l'étranger. Est-ce que la notion de souveraineté a fait son entrée dans votre secteur? Et est-ce qu'on essaie, et comment, de garder ces talents en France? Alors, le Covid a beaucoup fait pour permettre à un certain nombre de personnes de travailler, dans la profession on dit en remote, donc de rester un peu chez eux, partiellement ou totalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que beaucoup de gens sont revenus. On a pas mal de personnes qui ont quitté les États-Unis quand il y a eu le Covid, ont quitté le Canada, ont quitté le Royaume-Uni, etc. Ils sont revenus dans leur pays d'origine, entre guillemets. Donc ça a été plutôt une bonne chose. Maintenant, l'indépendance et la souveraineté, elle passera, et je le dis parce que c'est vraiment très important, par l'IP. Quand vous avez la propriété intellectuelle, vous décidez de là où vous avez envie de produire, vous décidez de là où vous avez envie de faire tel ou tel sujet, et pas d'être finalement un simple sous-traitant. Et ça, c'est très important, parce que tous ceux qui ont eu la propriété intellectuelle de ce qu'ils voulaient faire, ils peuvent dire, on va produire en France, on va produire dans telle ville, etc., etc. Alors que quand tu es un sous-traitant, en fait, c'est Netflix qui décide, c'est Ubisoft qui décide, c'est Disney, etc. Et là, ils décident par rapport à une problématique de coût. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur dites, ça va coûter tant. Demain, le petit copain arrive, il est moins cher et aussi compétent. Et en fait, vous perdez le marché. Si vous avez l'IP, vous êtes maître du jeu, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez parlé de France 2030. On n'a pas été lauréat, mais on avait déposé un dossier où on souhaitait justement qu'il y ait beaucoup de choses faites
pour tout ce qui était scénario, tout ce qui était propriété intellectuelle. Visiblement, en France, on est un peu en retard et on se rend compte de nos conneries un petit peu en retard, excusez-moi. Et malheureusement, je pense que la guerre entre donc la souveraineté, finalement, elle passera par la propriété intellectuelle. Elle passera par l'émergence de filières de scénaristes qui soient reconnues, valables, donc correctement payées, etc. Et par toute une filière qu'on développera et qui permettra de protéger les œuvres intellectuelles et donc de protéger finalement notre souveraineté. C'est là qu'elle va se faire et pas ailleurs. Ailleurs, on sera juste des sous-traitants, les Chinois, les Taïwanais ou les Indiens pour les petits t-shirts. Ça sera ça à un moment donné, quand il y aura tout le monde qui aura à peu près le même niveau de compétence. Donc il faut se battre sur cette problématique d'IP. Ça viendra, peut-être, je désespère pas, je monte régulièrement au créneau avec des personnes. Je suis rentré dans le tour de table de Brie-sur-Marne pour faire mon établissement là-bas, parce qu'une personne qui porte le projet, c'est un producteur assez connu en France, c'est celui qui a installé un certain nombre d'émissions quotidiennes qu'on regarde, notamment du côté de Sète. Oui, c'est Guillaume de Menton, c'est ça? Voilà, c'est ça, Guillaume de Menton, et il est... lui, au contraire, très sensible à cette problématique-là, et il la relaie régulièrement au CNC. Au bout d'un moment, les idées, elles font leur chemin, et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, oui, les propriétaires des œuvres intellectuelles aux États-Unis, c'est eux qui donnent les ordres et dans d'autres pays, et si demain, ils décident de plus donner parce que... Ils font le marché. Parce qu'ils font leur marché, c'est pas parce qu'on aura ouvert un studio dans telle ou telle ville qu'on sera garant de quelque chose. En fait, on est avec un donneur d'ordre qui s'appelle Netflix, qui s'appelle Amazon, qui s'appelle Pierre-Paul ou Jacques demain. C'est pas... Ce qui est important, c'est qu'on ait la maîtrise de la même façon dans le jeu vidéo, et c'est ce que tu fais, et je suis très content que tu fasses ça, parce que en réalité, notre souveraineté, puisqu'on parle de souveraineté, elle passe par là, en fait, par être propriétaire et maître du jeu, en fait. Sinon, on est juste des sous-traitants, ce qui est dommage. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre, Naïti, Lucas, Francis Ingrand, Karine Kénissi. Merci. Transformons la France. C'est donc terminé à Montpellier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans la salle et en ligne. Merci aussi aux intervenants qui ont donc nourri les tables rondes. Et bien sûr, merci aux partenaires de l'événement, donc la région Occitanie, EDF Région Occitanie, Business France, l'ADEME et BRL. Je vous souhaite une très bonne journée.